j'attaque un nouveau vlog. On est donc samedi 15 mars et ça fait 2 jours que je me suis lancé un petit défi personnel. En fait, j'avais envie de mettre davantage en avant les femmes dans la littérature sur cette chaîne et un peu revenir à des choses qui m'animent et qui m'ont animée. Je vous mettrai des vidéos où je faisais des vidéos thématiques 3 femmes qui ont écrit ça, notamment de la SFFF féministe. Et j'avais envie de revenir à ça, de vider ma palle et de la vider en lisant et en priorisant les autrices. Je vous l'ai dit dans des précédents bilans lecture, je ne pourrais pas avoir pour le moment 100% de lecture avec des autrices parce que j'écoute La Roue du Temps et j'aime vraiment beaucoup cette saga et que je voudrais la finir et qu'elle est écrite par un homme. Là, en l'occurrence, le tome où j'en suis par 2 hommes, Robert Jordan et Brandon Sanderson, qui est venu finir son travail. Mais donc je me suis dit c'est pas grave, on va mettre en avant autrement des femmes sur cette chaîne et notamment en faisant un vlog dans lequel je lis plusieurs autrices et des autrices différentes. Et donc j'ai commencé hier par la reine, la meilleure, mon autrice préférée, La Galaxie vue du sol de Becky Chambers. Il est très beau, hein. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je suis très contente de l'avoir commencé et en même temps très inquiète parce que il n'y a plus d'autres livres d'elle après. Que vais-je faire? Que vais-je lire? J'ai donc très peur de le finir, mais en même temps, vous avez vu, j'en suis quasiment à la moitié. Je le lis très rapidement parce que j'adore cette histoire. Elle est touchante et je trouve qu'on retrouve tout ce qui fait que l'œuvre de Becky Chambers est aussi attachante et magistrale dans ce tome. Donc on est sur une planète un peu particulière parce qu'il n'y a pas de vie qui se soit développée sur cette planète, enfin qui soit née de cette planète. Je sais pas comment formuler ça scientifiquement. Et en fait, c'est juste des personnes aliens qui sont venues s'installer sur cette planète. Et sur cette planète, il y a une dame, une Larou, donc une femme de l'espèce des Larou, qui tient une sorte d'auberge hôtel. Et il y a des clients et clientes qui vont venir. Et donc, il y a 3 clients-clientes de 3 espèces différentes. Et ces 3 personnes sont d'espèces différentes que Lot et que son fils. Donc, on a 5 personnages dans l'histoire, une mère et un fils Larou, et 3 autres personnages de 3 autres espèces différentes. Et il y a une catastrophe de voyage stellaire, on n'en sait pas beaucoup plus et c'est pas le propos de l'intrigue, qui bloque en fait le départ des personnes de cette planète. Et ces personnes vont être obligées de cohabiter un certain temps, le temps qu'en fait les autorités règlent le problème de manière sécurisée pour pour qu'il et elle puissent repartir. Donc ça c'est le synopsis. Mais comme c'est Becky Chambers, ça va donner lieu à des conversations entre ces 3 personnages. Il et elle vont apprendre à se découvrir et surtout, il et elle vont dépasser par la communication. Et je souligne le par la communication parce que c'est important dans l'histoire, mais aussi pour les thèmes de Becky Chambers. Donc par la communication, leurs préjugés raciaux, leurs préjugés sur les autres espèces de l'Union intergalactique. Je trouve ça intéressant parce que ça mène à des discussions sur des espèces qui ne vivent pas du tout de la même manière, voire que tout oppose. Et surtout, certains et certaines se sont fait la guerre, enfin leurs espèces se sont mutuellement fait la guerre. On a des espèces qui sont très ouvertes à d'autres espèces et on a des espèces très xénophobes. Et donc en fait tout ça va donner lieu à des conversations vraiment intéressantes sur le respect de l'autre, sur qu'est-ce qui fait qu'on considère l'autre comme un étranger. Pour moi, et c'est ça la force des textes de Becky Chambers, c'est le militantisme qu'elle met en avant, c'est qu'en fait il suffit de transposer et de changer espèce par nationalité ou par couleur de peau et en fait on a des discussions qu'on devrait tous avoir dans nos sociétés, des discussions autour de l'acceptation de l'autre, l'acceptation de ses différences, comment vivre ensemble quand on est différent, c'est quoi le respect, et je trouve ça essentiel. Et encore une fois, c'est fait dans un climat paisible. Ça ne veut pas dire que tous les personnages sont d'accord entre eux ou qu'ils sont tous naïfs et naïves, pas du tout.
Mais même si ça engendre des conflits, ces conflits-là ne se résolvent pas par la violence. OK, les personnages sont pas d'accord, soit ils en discutent, soit pas, hein, en fonction de leur état sentimentaux, mais ça dégénère pas en conflit plus ou moins ouvert, en guerre. Non, les choses s'apaisent, la discussion est essentielle. Et donc, on vit dans cette petite bulle avec eux et on apprend à découvrir en fait ces espèces-là. Et je trouve ça intéressant parce que c'est le dernier tome de la saga des voyageurs et c'est des espèces qu'on nous on a déjà vues en fait dans les trois autres tomes qu'on a un petit peu abordées, sauf pour une espèce, je crois, qui est totalement nouvelle et du coup on apprend aussi à les réapprendre, à les reconnaître, à mieux les comprendre et du coup je trouve ça touchant si c'est vraiment le dernier tome de venir ainsi conclure cette série de livres que j'ai adoré. Donc, je disais, j'en suis quasiment à la moitié. Je pense pas faire des points plus réguliers que ça parce qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue. C'est vraiment plus des conversations et apprendre à se découvrir. Mais j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Il se hisse dans mes tomes préférés de cette saga et même dans mes livres préférés de cette autrice. Et on retrouve un peu aussi ce qu'on avait dans le tome 3, donc Archives de l'Exode, ces portraits de personnages qui en tout forment une histoire ou des histoires différentes. Et j'aime ça, enfin, j'aime vraiment cette manière que Becky a de narrer ses histoires. Donc voilà, l'idée c'est de lire pendant une semaine des livres des livres écrits que par des femmes. Et celui-là, je l'ai commencé hier, je pense le finir soit aujourd'hui, soit demain. Et moi, je vous retrouve très vite pour vous montrer ma prochaine lecture choisie. À très vite! Bonjour, on est mardi fin d'après-midi, il est 17h environ et j'ai fini du coup La Galaxie vue du sol de Becky Chambers dimanche soir et j'avais pas forcément envie assez tard de revenir vers vous et de vous parler de cette lecture que j'ai beaucoup aimée. Je vais pas développer davantage que ce que j'ai pu déjà dire dans le premier clip vidéo. Je trouve que vraiment l'aspect militant de Becky Chambers et cette manière très queer qu'elle a de présenter les choses et la cohabitation et la coexistence entre ces espèces aliens est vraiment incroyable et c'est un tome parfait, je trouve, pour conclure cette saga. Donc, je le rappelle, en 4 tomes. Et pour moi, finir de découvrir Becky Chambers, puisqu'à l'heure où je vous parle, j'ai lu tout ce qu'elle avait écrit et qui avait été publié en français. Je suis que tristesse, mais c'était une très bonne lecture et je suis très contente d'avoir découvert Becky Chambers. Et encore une fois, ce livre est incroyablement beau. Et donc lundi soir, mais surtout aujourd'hui, j'ai lu Le premier jour de paix de Elisa Béram, publié également chez La Talente. Ça aurait pu être un vlog lecture La Talente pour le moment. Et donc c'est une autrice française. Je l'ai achetée à Nantes dans la librairie La Talente. Vous avez sûrement dû voir le vlog passé, parce que sur la 4e de couverture, il est mentionné une comparaison à Becky Chambers. Donc la transition est là aussi parfaite. Et donc ça m'a intriguée, j'avais envie de savoir et de me faire mon propre avis, parce que j'ai un petit peu peur que Becky Chambers soit aussi devenue une façon marketing de vendre et de s'adresser à un type de public de SF. Et bon, je voulais tester par moi-même. Le résumé pour ce livre-là est assez compliqué à faire parce que j'ai pas envie de tout vous spoiler. Mais disons on est en 2098 au début de l'histoire et la Terre est dans une situation catastrophique parce qu'avec le réchauffement climatique et tous les bouleversements que ça a engendré, il y a eu énormément d'immigration environnementale. Donc beaucoup de personnes qui ont dû partir, beaucoup d'exodes, et ça a donné lieu à d'énormes conflits
à d'énormes problématiques aussi environnementales, sanitaires, sociales. Et donc nous, dans ce monde très chaotique de guerre où la violence règne à tous les étages de la société, on va suivre principalement 4 personnages sur 3 échelles différentes. Tout d'abord Aureliano, un vieillard qui a connu le monde d'avant et qui vit dans une communauté en Colombie, et ce vieux monsieur se désole en fait de la violence inhérente et omniprésente dans sa société. Même les enfants sont violents entre eux, et donc là on est à l'échelle du village. À l'échelle un peu plus continentale, on va suivre Ézéphir, qui est une émissaire de la paix. En fait, c'est des personnes qui ont suivi des formations pour essayer par la parole de ramener la paix, ou en tout cas de désamorcer certains conflits. Et après, à l'échelle mondiale, on va suivre Americana, qui est une négociatrice, et son rôle à elle, c'est d'amener les dirigeants et dirigeantes des nations, en fait qu'on appelle des territoires, j'y reviendrai, à négocier pour qu'il y ait la paix à l'échelle mondiale. La narration dézoome comme ça au fur et à mesure. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, et du coup je comprends la comparaison qu'il peut y avoir avec Becky Chambers, c'est les thèmes très militants qui sont abordés. La question de la violence, la question de la paix, la question des conflits et de la nécessité de les résoudre, notamment par la parole, de prendre en considération l'autre et de s'écouter. Ça, c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans ce livre-là. Autre thème très militant qu'on retrouve, alors c'est un premier petit spoil, mais il y a des espèces aliens, parce qu'en fait, l'univers est habité par d'autres espèces, il y a d'autres planètes viables. Et dans cette coexistence d'espèces, on a une déconstruction en fait des normes de genre, et ça a été hyper intéressant. C'est genré au neutre par certains moments, il y a des réflexions sur ce qu'est le sexe, le genre, et des conversations entre individus d'espèces différentes sur voilà, la prise en compte de l'autre, essayer de le comprendre, de la comprendre. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et sur un autre thème politique qui est en filigrane dans tout le texte, mais qui est un des ressorts en fait de la compréhension du dénouement pacifique de cette situation, c'est la théorie politique de la nation associée à un territoire. Et donc là, il y a des réflexions qui sont faites sur l'immigration, sur l'identité qui reposerait uniquement sur le droit du sang. Il y a la question des frontières. Est-ce que les frontières ont un réel intérêt dans cette société? Est-ce que forcément les gouvernements doivent être des gouvernements nationaux, voire supranationaux? Est-ce que finalement la gouvernance, plutôt que le gouvernement, ne doit pas se faire à des échelles locales par des acteurs et actrices impliqués et surtout concernés? Et dans la même idée, il y a la question de l'identité culturelle. Qu'est-ce qui fonde cette identité culturelle? Et comment les apports de l'immigration peuvent venir, et là c'est le parti pris du coup de l'autrice, enrichir cette identité culturelle. Donc en fait on a des thèmes qui sont très forts et qui sont très militants, et effectivement qui peuvent faire écho à certains thèmes que l'on retrouve dans les œuvres de Becky Chambers. D'un autre côté, ce que j'ai moins aimé, c'est l'écriture qui m'a par moments un peu perdue. J'avais du mal à savoir, notamment dans les dialogues, qui parlait. Donc c'était des dialogues entre 2 ou 3 personnages, et j'étais un peu perdue parce que comme on connaissait pas forcément les personnages, certaines phrases pouvaient être attribuées à l'un comme à l'autre, et ça m'a beaucoup perdue. De la même manière, j'étais pas forcément attachée aux personnages, sauf à la dernière, la négociatrice, donc America. Par moments, je m'en moquais un petit peu de ce qui leur arrivait. Donc j'ai trouvé que le récit en soi était intéressant par les thèmes qu'il abordait, mais j'étais pas transcendée par le côté fiction, ou en fait par la réalisation, ce qui m'a un peu laissé sur ma faim. J'aurais aimé ressentir plus de choses pour les personnages, pour cette planète en fait qui est quand même la nôtre, et ça décrit un futur horrible mais peut-être plausible. Et en fait, je ressentais pas grand-chose, comme si c'était pas ma planète, ou comme si ça me concernait pas. Il y avait une sorte de distance dans l'écriture qui m'a un peu sortie de ce que je lisais et des sentiments que j'aurais pu ressentir. C'était globalement une bonne lecture parce que je suis très contente que ces thèmes-là abordés soient mis en avant
et montrer encore une fois que la violence ne résout rien et que les conflits peuvent être résolus grâce à la discussion et donc poser la paix comme objectif pour la Terre. Je trouve ça très important de le rappeler, même si c'est dans la fiction, surtout dans le contexte actuel que nous vivons. Donc en fait, les thèmes militants, ainsi que le fait que ça soit écrit en écriture inclusive à certains moments pour les besoins de l'histoire et que ça soit une plume française, donc du coup que ça ne soit pas, un choix en fait de l'auteur ou de l'autrice en VO et que forcément la traduction a dû préserver pour une histoire de cohérence. Là, c'est vraiment un texte en langue française. Donc, pour moi, c'est la première fois que je voyais ça en science-fiction française. Donc, ces aspects-là l'ont emporté sur l'aspect moins agréable, moins fluide de la lecture. Et je tiens à souligner également, pour conclure, que la couverture est vraiment magnifique et qu'elle nous plonge directement dans les mondes qu'on peut entrevoir dans ce texte. Il y a un énorme retournement de situation que je ne vais pas vous présenter ici, mais qui m'a beaucoup intéressée, et un glissement encore plus prononcé vers les œuvres de Becky Chambers. Donc, je suis plutôt contente. On est à la moitié de la semaine, vu qu'elle a commencé vendredi pour moi, avec la lecture donc, du livre de Becky Chambers. Donc, on est pas très loin d'avoir fini cette semaine et j'ai déjà lu 2 livres, donc vraiment très contente. En plus, j'ai fini une saga, ça je suis contente, et j'ai lu un one-shot. Je sais quelle lecture je vais commencer, alors peut-être pas tout de suite, mais dès demain, et je reviendrai vous en parler quand je l'aurai un tout petit peu commencé. Et je vous dis à très vite dans un prochain plan. Petite tenue de circonstance parce qu'enfin le soleil est de retour et ça sent bon le printemps. Je suis vraiment trop contente. Et comme vous l'avez vu dans les plans précédents, j'ai pas mal lu au soleil et profité du soleil, ce qui fait qu'on a le combo préféré, lecture et bronzage, lecture au soleil. J'adore le printemps, j'adore l'été pour ça. Et donc comme j'ai profité du soleil, j'ai donc beaucoup lu. Et hier, je vous avais teasé un petit peu en vous disant que je savais quelle lecture j'allais commencer, mais que j'allais pas vous en parler tout de suite parce que je l'ai commencé que ce matin. Donc on est mercredi. Et j'ai commencé sur la liseuse Palace de Marine Carteron et j'en suis à 55%. Je passe sur le fait que je lis sur la liseuse pour l'histoire. Donc déjà, il faut savoir que c'est un des livres que Lucie Allu m'a conseillé dans le cadre du challenge 12 livres conseillés par 12 amis. Donc déjà au moins j'avance sur ce challenge, c'est pas plus mal. Et pour l'histoire, on est dans une réécriture des mythes grecs parce que en fait on va suivre. Et c'est assez énigmatique, j'ai pas relu le résumé avant de me lancer et j'en suis qu'à 55%, donc j'ai pas toutes les clés en main pour vous résumer le livre. En fait on va suivre des complots de déesses et notamment de Héra et Athéna pour 2 raisons, 2 objectifs qui, je pense au début, s'accordent mais qui vont finir par ne plus s'accorder. Donc Héra, elle veut que son mari Zeus soit plus fidèle, ce qui à mon avis n'est pas bien compliqué vu comment il est volage. Et Athéna veut récupérer Pallas, qui est sa sœur de lait, la sœur avec qui elle a été élevée et qui est enfermée dans un temple, le temple d'Athéna à Troie. Et pour ça, elles vont s'allier et elles vont affronter Zeus. Dans ces péripéties, on suit aussi des humaines, notamment Hésione, qui est une jeune princesse de Troie, et par-ci par-là quelques autres personnages secondaires. Ce que j'aime réellement dans le livre, c'est 2 choses. Premièrement, c'est les enjeux, les intrigues, et deuxièmement, le caractère très féministe, et c'est je pense pour ça que Lucie l'a conseillé et l'a tellement aimé de cette réécriture. En effet, Marie Carteron, premièrement, elle emploie les vrais termes, c'est pas édulcoré comme on peut avoir dans les mythes, non. Elle dit que Zeus était un agresseur sexuel, elle dit que
Hera subit des violences conjugales. Donc déjà, je trouve ça vraiment très très bien de resituer, de remettre les choses à leur bonne place, d'appliquer les bons mots pour qu'en fait on comprenne et pas qu'on ait une vision un peu romancée de ces mythes, donc premièrement. Et deuxièmement, elle redonne de l'agentivité à ces femmes, alors qu'elles soient déesses, titanes ou humaines. Elle leur donne de l'agentivité. Autrement dit, elle leur donne un rôle actif dans l'histoire. Elles ne sont pas juste passifs à attendre que les choses se passent et à attendre que les hommes autour d'elles fassent des choses. Elles sont actives, ça ne veut pas dire qu'elles peuvent faire tout ce qui est en leur pouvoir. Et d'ailleurs, il y a énormément de passages réflexifs, notamment dans des conversations, des discussions entre des personnes sur ce que peuvent faire ou pas les femmes à cette époque. Et pareil pour les déesses, elles ne sont pas passifs, elles intriguent et elles ont aussi des sentiments, des envies, des motivations et des désirs qui leur sont propres. Et je trouve ça hyper intéressant de remettre dans l'histoire et du coup de donner une autre vision de ces mythes avec ces femmes actives. Pour le moment, à 55% du livre, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est une très bonne lecture, ça se lit très facilement. C'est très pédagogique si vous n'y connaissez rien en mythologie grecque. C'est très très bien expliqué et même si vous vous y connaissez, ça permet de remettre les choses en place, de rafraîchir votre mémoire pour mieux comprendre la suite de l'histoire. On aborde plein de points à la fois mythologiques et historiques de cette période. C'est très 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 enrichissant, surtout quand on sait que c'est une lecture qui est davantage destinée à des adolescents ou des jeunes adolescents. Et toujours dans cette optique de livre pour la jeunesse, je trouve ça hyper important d'avoir des mythes où les choses sont dites, même si c'est cru, en fait, parce que c'est important de ne pas, encore une fois, romantiser ce qui a pu se passer à cette époque, et notamment les comportements des dieux, et en tête Zeus. Et autre chose que je voulais vous dire, quand j'ai ajouté ma lecture dans l'application Goodreads que j'utilise pour noter les livres que j'ai lus et avoir une trace numérique, je suis allée lire la bibliographie de Marie Carteron et j'ai ajouté une bonne partie de ses livres dans ma palle, dans ma wishlist plutôt, et j'ai trop envie de les lire. Alors de mémoire, il y a 10, Romy et Julius, qui est a priori, j'adore, j'ai trop envie de le lire, et je pense que ça va bientôt être ma lecture en cours, parce qu'on est sur une réécriture de Roméo et Juliette, déjà ça j'adore. Dans la France néo-rurale d'aujourd'hui, avec tous les problèmes que cela pose de vision de la nature entre les classes sociales, entre un fils de boucher et une personne végétarienne. Voilà, je veux lire ça. Et le troisième livre, c'est une saga. Et j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai dans l'image. Et peut-être préciser que Palace, c'est une trilogie. Les 2 premiers tomes sont sortis au moment où je tourne cette vidéo. Je crois que Lucie m'a dit que le 3e tome sortait en mai. Et je ne sais pas si c'est le tome de fin, si ça va être une trilogie ou plutôt une saga en 4 tomes, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, j'aime beaucoup et je vous le conseille à plein de niveaux, en lecture vraiment pour vous laisser porter, lire quelque chose de féministe sans que ce soit trop difficile, mais aussi si vous aimez les mythes ou vous avez envie de vous y intéresser, allez-y, c'est vraiment très bien. Je pense pas finir ma lecture aujourd'hui, enfin c'est même sûr. Je vais essayer de la finir demain ou alors vendredi. Et comme ça, j'aurai lu 3 livres écrits par des autrices dans ce vlog. Et du coup, 3 livres en une semaine, ce qui aurait été vraiment pas mal. Et on est sur la barre haute du nombre de livres que je peux lire en moyenne par semaine. Je reviens vers vous quand j'ai fini Palace pour vous raconter et vous donner surtout mon avis final. Je vous reprends quelques jours après la fin de ma lecture de Palace et comme vous le voyez, c'est le retour malheureusement des pulls parce qu'il fait trop froid. Le temps a bien changé en région parisienne.
Bref, revenons à ma lecture de Pallas. J'ai adoré, vraiment. Je maintiens tout ce que je vous ai dit avant, ça a été une super lecture, ça a été un coup de cœur, je m'attendais pas à autant aimer. Et encore une fois, les enjeux, j'ai adoré. Donc cette réécriture, mais comme le dit l'autrice à la fin du texte, basée sur énormément de mythes et d'écrits qui nous sont parvenus de cette période. Donc elle a quand même fait un travail d'archive, un travail certes de réécriture, mais un travail basé sur des sources historiques. Et donc dans cette réécriture, ce que j'ai adoré, c'est deux choses. Premièrement, dans l'idée de fiction, parce que bon, ça reste un roman, c'est les intrigues politiques, les manigances, les retournements de situation. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très prenant, très crédible, ça donnait envie de continuer à lire, ça avait un rythme très haletant et c'était à la fois très crédible. Deuxième point, toujours sur ce côté fictionnel, ce que j'ai adoré, c'est le personnage d'Hésione qui est attachante. Hésione, c'est cette princesse troyenne qui devient grande prêtresse d'Athéna et qui va se retrouver un peu malgré elle et du fait de sa position sociale au cœur des intrigues. Un, des hommes, des humains, mais surtout des hommes, j'y reviendrai. Et deux, qui va se retrouver au cœur des intrigues des dieux et des déesses parce que, comme je vous l'avais dit dans mon précédent clip, il y a un enjeu. Athéna veut récupérer Pallas qui est comme transformé en statue à cause de Zeus qui voulait qu'Athéna participe à sa guerre contre les géants, ces enfants de Gaïa qui menacent un peu la virilité et la suprématie de Zeus. Comme Athéna ne voulait pas, Zeus a transformé Pallas, sa sœur de lait, en statue. Et depuis, il y a une rivalité un peu larvée, mais par moments plus ou moins explicite entre Athéna qui va s'allier à Héra, la femme et la sœur de Zeus, et par moments avec Poséidon aussi pour aller récupérer Pallas à Troie. Zeus refuse, ne veut pas, lui met des bâtons dans les roues et il y a des conflits entre eux qui apparaissent, conflits qui ont des répercussions très 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 fortes sur les humains, et notamment les humains de Troie, et donc sur Hésione. Et j'ai adoré le fait que cette histoire se déroule à plusieurs niveaux, et que ces niveaux soient très bien imbriqués les 11. Et deuxième point vraiment que j'ai adoré, c'est plutôt sur le côté à la fois très militant et à la fois pas du tout, mais vous allez vite comprendre. Donc le côté militant féministe de redonner cette agentivité à ces femmes, qu'elles soient déesses, héroïnes ou simples humaines habitant à Troie, et en fait leur conférer de l'agentivité dans leur action. Elles ne sont pas simplement passives, elles ne sont pas simplement là, elles ne sont pas simplement réceptacles des actions des hommes, mais au contraire elles agissent, elles prennent des décisions, bonnes ou pas bonnes, elles sont motivées par des sentiments, des envies, des passions, et ça c'est agréable à lire. Donc c'est très militant, c'est féministe, mais d'un autre côté, c'est quand même historique parce que c'est un leurre de penser que les femmes n'ont absolument jamais agi, mais c'est l'image très sexiste qui nous en est transmise. Parce que l'histoire des femmes a été longtemps une histoire oubliée. Et du coup, là, Marine Carteron remet cette histoire des femmes dans la grande histoire et leur donne une agentivité. J'ai adoré vraiment le livre, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je l'ai dévoré, j'avais qu'une envie, c'était de le lire constamment. Et je me réfrène très 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 fortement pour pas aller lire le tome 2. J'attends un petit peu, je veux lire d'autres livres de ma pile à lire avant, mais je sais que je vais bientôt le lire parce que j'ai tellement aimé. Le tome 3 sort en mai, donc je pense que je vais lire le tome 2 en mars et le tome 3 qui finit la trilogie en mai. Comme ça, j'aurais fait durer le suspense et continuer progressivement cette trilogie. Mais un coup de cœur, vraiment, je vous le conseille. Et donc, voici un petit vlog lecture où je lis que des autrices et ça fait vraiment du bien parce que sur les 3 autrices, il y a un livre que j'ai bien aimé, sans plus, mais dont les thèmes m'ont beaucoup intéressée. Becky Chambers, la Queen, et une super découverte, encore merci Lucie, avec Pallas, le tome 1 de Marine Carteron. Voilà,
on n'est jamais déçu par les autrices, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à passer en commentaire, me dire quel est votre dernier livre écrit par une autrice que vous avez lu. Et encore une fois, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!